Bonsoir à tous pour cette nouvelle séance des Trésors de Richelieu qui vous fait découvrir à chaque fois des collections, donc des institutions du quadrilatère Richelieu. Et ce soir, ce sont les collections du département des monnaies, médailles et antiques qui vous sont présentées. Je m'appelle Cécile Colonna, je suis la directrice de ce département et donc j'ai la joie d'ouvrir cette conférence. Donc ces trésors dont il va être question ce soir, ce sont des monnaies et des médaillons en or qui sont parmi les collections les plus connues de nos collections antiques, à la fois grecques et romaines, que vous allez donc voir ici à la caméra. Mais ce soir, nous inaugurons aussi une nouvelle formule, je crois, dans les Trésors de Richelieu, qui est une conférence qui est maintenant organisée depuis de nombreuses années ici, puisque ces trésors, ces monnaies et surtout ces médaillons qui sont exceptionnels à plus d'un titre, ils ont des correspondances avec d'autres médaillons tout aussi exceptionnels qui sont conservés à Lisbonne dans la Fondation Gulbenkian. Et donc nous avons la joie aujourd'hui de pouvoir mettre en parallèle ces deux trésors, les trésors de Tars qui est conservé à la BNF et le trésor d'Aboukir qui est conservé à Lisbonne. Et donc pour présenter ces deux ensembles, nous avons deux conservateurs de la Bibliothèque nationale de France, Julien Olivier qui s'occupe de la collection des monnaies grecques à la BNF, Vincent Drost qui est conservateur des monnaies romaines de la BNF. Et donc, je le disais, nous serons aussi en duplex de Lisbonne, puisque donc Maxence Garde, le conservateur des antiquités à la Fondation Gulbenkian, et donc notamment de ces médaillons, n'est pas venu avec aujourd'hui. Il les a laissés à Lisbonne, et donc nous serons en duplex de Lisbonne. Et donc, vous pourrez voir en direct la présentation de ces médaillons avec les équipes du musée que nous remercions grandement. Musée dont le directeur nous fait l'honneur d'être ici à Paris ce soir, Xavier Salomon. Merci beaucoup pour l'organisation de cette séance et pour votre présence à tous les deux. Voilà, je vous donne la parole. Merci Cécile. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui donc deux exceptionnels trésors d'époque romaine. L'un découvert à Tars, donc on va déjà pouvoir passer à la deuxième diapo, dans l'actuelle Turquie, vous voyez ici sur la carte. Et puis l'autre, découvert dans le delta du Nil, près d'Alexandrie. Donc ce sont des villes qui ont un riche patrimoine archéologique. Vous en voyez un petit aperçu ici. Ces deux trésors présentent beaucoup de points communs, donc ils datent tous les deux du IIIe siècle après Jésus-Christ, et leurs compositions sont assez similaires. Et ils se distinguent surtout par la présence, donc, dans les deux trésors, de spectaculaires médaillons d'or, qui sont très célèbres, et qui figurent parmi les plus grandes pièces d'or jamais produites dans l'Antiquité. Alors ces deux trésors sont régulièrement évoqués ensemble dans la littérature, dans les publications scientifiques, et nous sommes heureux de pouvoir les réunir aujourd'hui, même si cette réunion est en partie virtuelle, puisque nous serons donc en duplex avec les réserves de la Fondation Gulbenkian. Donc nous vous présenterons par ailleurs physiquement des pièces du trésor de Tars, conservées à la BNF. Donc il y aura des originaux, il y aura aussi des copies, de très belles copies. Voilà. Et donc, venons-en donc à ces deux découvertes qui sont anciennes et assez mal documentées. Alors, le trésor d'Aboukir, Maxence Garde y reviendra tout à l'heure, il a été découvert en 1902 dans une vieille ruine, entre guillemets. C'est à peu près tout ce qu'on sait de cette découverte. Il a été rapidement dispersé sur le marché et sa composition n'est pas connue dans le détail. Les circonstances de la découverte du trésor de Tars nous sont mieux connues, on va pouvoir passer à la diapo suivante, grâce à la publication d'Adrien de Lomperrier dans la revue numismatique 1868. Adrien de Lomperrier, il a commencé sa carrière au cabinet des médailles de la bibliothèque avant de devenir conservateur des antiques au Louvre. Sa publication intervient environ 5 ans après la découverte, donc la découverte a eu lieu vers 1863. Le trésor a été découvert dans la plaine voisine de Tars par des ouvriers, je cite, dans des substructions que les habitants du pays croient être les restes d'une église, et Lomperrier ajoute que cette opinion n'a pas grande portée, en effet. Donc Lomperrier est un archéologue, et en bon archéologue, il déplore l'absence de précision sur le contexte de la découverte.
Et aujourd'hui encore, on ne saurait trop insister sur l'importance de connaître le contexte d'une découverte, d'un trésor, pour pouvoir comprendre dans quelles conditions il a été enfoui et pouvoir s'assurer surtout que l'ensemble est bien complet. Et c'est toujours aujourd'hui, malheureusement, trop rarement le cas. Il y a beaucoup de trésors qui sont découverts, qui ne sont pas signalés et qui sont dispersés clandestinement. Et donc j'en profite pour rappeler que toute découverte archéologique doit être déclarée sans délai auprès des autorités. Voilà, ça c'est fait. Mais c'est important. Et nous, en tant que chercheurs, on a besoin d'avoir des trésors complets, bien documentés, et puis c'est une obligation légale. Revenons-en à notre trésor de Tarse. Lomperrier nous dit qu'il est entré en possession d'un Arménien et qu'après diverses vicissitudes qu'il est inutile de rapporter, mais nous justement ça nous intéresse donc on va les rapporter tout à l'heure, le trésor a été acheté par Rollin et Feuardent. Rollin et Feuardent, ce sont les plus grands marchands de la place parisienne à la fin du XIXe siècle. Et Rollin et Feuardent l'ont ensuite divisé et cédé à divers amateurs d'antiquités. Diapo suivante. Mais en réalité, les choses ne sont pas si simples. Le comte Michel Tiskiewicz, que vous voyez ici, un grand collectionneur d'antiquités, nous raconte dans ses notes et souvenirs d'un vieux collectionneur, paru dans la revue archéologique 1895, les circonstances plutôt rocambolesques dans lesquelles il a fait l'acquisition des grands médaillons du trésor de Tarse. Vous voyez ici le dessin de l'un de ces médaillons, et mon collègue Julien Olivier vous parlera dans le détail de ces médaillons, il vous les montrera. Moi, je ne vous les montre pas tout de suite pour ménager un peu le suspense. Ça se mérite. Le comte Tiskiewicz nous raconte qu'un beau jour de printemps, alors qu'il se trouvait à Paris, il reçut la visite d'un courtier en antiquité qui lui dit avoir vu chez un orfèvre du Palais Royal quelques orientaux qui exhibaient d'énormes médailles en or. Sans perdre une minute, il se rend chez l'orfèvre, mais les orientaux avaient déjà quitté Paris pour se rendre à Londres après avoir été abordés par le British Museum. Voilà, la nouvelle s'est vite répandue. Mais ils sont revenus de Londres sans avoir fait affaire, car, je cite, « le musée britannique n'a rien voulu conclure avant que le consul anglais n'eût fait une enquête à Tarse ». Alors les vendeurs, les orientaux étaient pressés, ils sont rentrés à Paris, ils ne pouvaient pas attendre, ils ont proposé le trésor aux marchands Rollin et Feuardent. Donc le trésor comprenait en plus des médaillons, des bijoux et des monnaies. Et les propriétaires voulaient tout vendre en bloc à Rollin et Feuardent, mais ceux-ci ne voulaient prendre, soi-disant, que les bijoux. On est un peu étonné qu'ils ne se soient pas intéressés aux grands médaillons, mais ça, c'est des négociations. Bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la réalité. En tout cas, les vendeurs ont refusé et ils sont repartis dans leur pays le soir même avec le trésor. Alors le comte Tiskiewicz était complètement abattu, effondré d'avoir raté ces médaillons. Donc il s'en est ouvert à Feuardent, qui lui a dit que s'il acceptait de prendre les 4 médaillons pour 50 000 francs, il achèterait le reste de la trouvaille. Et quelques jours plus tard, l'un des vendeurs est revenu à Paris et l'affaire a enfin été conclue. Tiskiewicz écrit ensuite, je cite, « Comme le goût des médaillons romains m'était passé, je consentis à céder ces 4 merveilleux objets au cabinet des médailles, dont ils sont aujourd'hui parmi les plus beaux ornements. » Alors en réalité, le comte a rendu les médaillons à Rollin et Feuardent, peut-être sous la pression de Napoléon III. Ils étaient très, très convoités, parce que ces médaillons ensuite étaient immédiatement présentés à l'empereur. Le 28 mars 1269, le jour de Pâques, l'empereur les a achetés pour 50 000 francs, donc la même somme qu'avait payé Tiskiewicz peu de temps auparavant. Et les médaillons ensuite étaient donnés le jour même par Napoléon III à la bibliothèque impériale. Et vous avez ici un extrait de la page du registre des dons du cabinet, qui mentionne cet échange et les circonstances. Bon, c'est difficilement lisible ici. Et je précise que tous nos registres d'acquisition de dons sont disponibles en ligne sur le site Archives et manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Alors les chercheurs ont eu tendance à se focaliser sur ces médaillons d'or et ils ont un peu négligé le reste. Or, un trésor, c'est un ensemble archéologique en soi, et il est indispensable de considérer tous les éléments qui les composent, et pas seulement les éléments les plus spectaculaires. Et justement, il est possible de retrouver la trace des monnaies et des bijoux, donc des monnaies à la BNF et des bijoux au British Museum. Vous les voyez ici. Donc les bijoux, ils ont a priori été achetés aux orientaux par Rollin et Feuardent, et Lomperrier nous dit qu'ils sont ensuite devenus la propriété de Giovanni de Demetrio, qui est un grand collectionneur grec alors installé à Alexandrie. Et dans sa publication, Lomperrier n'illustre pas ces bijoux, malheureusement, et il se borne à en donner, je cite, un court inventaire, afin que le lecteur puisse se faire une idée exacte de la trouvaille. Et bien lui en a pris de décrire quand même ces bijoux, parce que les descriptions sont assez précises, et ça nous permet aujourd'hui de les identifier. Dans les publications récentes consacrées au trésor, les auteurs en étaient restés à cette collection de Démétrio à Alexandrie,
Et personne ne semble avoir fait le lien avec le British Museum. Pourtant, ils sont dans la base de données du British Museum, où ils sont entrés. Donc ces bagues sont entrées avec le legs de la collection Sir Augustus Wollaston Franks, qui est un ancien conservateur au British Museum, qui avait constitué une énorme collection et qui l'a léguée au British Museum. Et donc, dans le catalogue du British Museum, ces bijoux sont identifiés comme provenant de Tarse, mais pas forcément le lien avec le trésor, c'est un peu perdu avec le temps. Alors, les monnaies et les bijoux, ça relève de domaines d'études différents et souvent, ils sont étudiés et conservés séparément, ce qui est regrettable dans le cas d'un ensemble archéologique. Et il me semble aujourd'hui que c'est la première fois qu'on peut présenter ensemble des images, des monnaies, des médaillons et des bijoux du trésor de Tarse. Donc, les bijoux, vous les voyez ici. Désolé pour les photos, elles ne sont pas très bonnes. C'est d'anciennes photos, il n'a pas été possible d'en obtenir de meilleures parce que ces bagues sont présentées dans le parcours permanent du British Museum. Donc, ça prend un peu de temps pour obtenir de nouvelles images. Et donc vous voyez que dans le catalogue du British Museum, au-dessus, sur la ligne du dessus, c'est les 4 bagues décrites par Lampérier dans la publication. Il y en a 3 qui se trouvent bien au British Museum. Et la 4e, donc la numéro 2 ici, qui ne se trouve pas dans le catalogue. Donc a priori, elle n'est pas au British Museum. Vous voyez qu'il s'agit de bagues particulièrement lourdes. Elles pèsent entre 60 et 80 grammes. Donc c'est vraiment lourd pour des bagues. Ce sont clairement des objets de prestige. Elles représentent des divinités orientales et des divinités romaines. Vous voyez tout à droite sur le chaton de la bague qui représente Sol et Sarapis. Et puis celle qui est à gauche, on voit la déesse Roma assise à droite. Voilà, donc des influences orientales et romaines. Ce qui est intéressant avec la bague numéro 3, donc avec Rome, c'est qu'elle nous donne un nom. Elle porte une inscription, Gerontiou en grec, ce qui signifie propriété de Gerontius. Donc ce Gerontius, il a été le premier propriétaire de la bague, ce qui ne signifie pas bien sûr qu'il était propriétaire du trésor au moment où il a été abandonné. Gerontius, donc c'est un cognomène, un surnom dans les trianomina du citoyen romain, et c'est un cognomène qui est assez répandu en Orient comme en Occident. Il y a une publication sur les Gerontii, voilà, et donc il est difficile sur cette seule base d'avoir une idée du statut social du personnage en question. Et en plus de ces 4 bagues, dans la base de données du British Museum, on trouve 3 autres bagues que vous voyez en bas à droite, qui sont mentionnées comme provenant de Tarse, mais ces bagues ne sont pas mentionnées dans la publication d'origine de Lampérier. Voilà, donc on peut éventuellement imaginer qu'elles puissent provenir de ce trésor de Tarse, et notamment celle du milieu là est indiquée dans le catalogue comme part of a treasure found at Tarsus. Donc il y a quand même des chances, bon, ce sont des bagues beaucoup plus légères. Et enfin dans le trésor, pour finir, il y avait cette amulette que vous voyez ici en lapis lazuli, qui est sertie dans une monture en or. Alors, on va pouvoir passer à la caméra. Alors vous voyez, bon, on va parler d'objets maintenant assez originaux qui se trouvaient dans le trésor. Ce sont des tintinabulum, des sortes de clochettes. Alors, on peut rester sur le PowerPoint. On va repasser au PowerPoint, le temps qu'on règle. On peut aller sur le PowerPoint. Ou pas. Alors on va parler, bon, alors voilà. Donc vous voyez ici donc des images de ces clochettes. Ce sont des clochettes en or, de petites clochettes. Ce type de clochette répondait à différents usages. Elles pouvaient notamment être portées par des condamnés ou par du bétail, ce qui n'est bien évidemment certainement pas le cas de clochettes en or ouvragées de ce type. Et les clochettes pouvaient aussi avoir une fonction apotropaïque pour éloigner le mauvais sort. Alors, comme les bagues, ces clochettes sont arrivées au British Museum par le même legs de ce conservateur, mais elles n'ont pas emprunté le même chemin et elles proviennent d'une collection française, la collection du Baron Pichon. Et vous voyez ici la planche de la vente de cette vente de la collection du Baron Pichon. Donc ces clochettes, elles illustrent. Donc là, on peut passer à la caméra. Donc vous voyez, ce sont de petits objets. Julien va les prendre dans les mains. Voilà. Donc ça, ce sont des reproductions, des galvanoplasties qui nous ont été offertes par le British Museum en 1897. Voilà, donc ils savaient qu'on avait les médaillons et donc aimablement, ils nous ont proposé ces clochettes. Et on les a dans les registres d'inventaire. On les a retrouvées à l'occasion de cette conférence. On savait, Mathilde Avisso-Broustet connaissait ces objets, mais ne savait pas d'où ils provenaient. Donc voilà, ce type de conférence est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Voilà pour ces galvanoplasties. Et donc, ces images, ces clochettes représentent les travaux d'Hercule. Donc, c'est tout petit, mais c'est très fin. Et on peut rester sur la caméra. Et elles représentent les travaux d'Hercule. Donc, sur chaque clochette, il y a 6 travaux. Que vous ne voyez pas ici. Bon, vous les connaissez tous, les travaux d'Hercule. Il n'y a rien d'original, mais ce sont des objets très ouvragés.
En plus, bon, je vais continuer, mais sans image, c'est forcément moins bien. Donc en plus de ces bijoux et de ces clochettes, le trésor contenait donc les médaillons et puis des monnaies d'or plus classiques, des monnaies romaines frappées à Rome. Et la BNF conserve une partie de ces monnaies d'or. Et donc nous vous les avons amenées. Julien les voit bien, c'est bien, il est le seul à pouvoir en profiter. Vous pourrez passer les voir après. Mais comme on a beaucoup de matière, le temps qu'on règle le problème technique, je vais peut-être continuer. Donc à propos de ces monnaies, parce que moi les monnaies romaines ça m'intéresse, c'est mon fond. Il n'y a pas que les médaillons dans la vie. Donc Lampérier écrit que les monnaies qu'il qualifie d'ordinaires, tout est relatif, ont été réservées à la bibliothèque impériale avec un soin qui fait honneur à messieurs Rollin et Feuardent. Et donc en 1868, le cabinet des médailles a pu faire son choix parmi les 22 monnaies d'or que comptait le trésor. Et donc le cabinet des médailles, sur ces 22 monnaies, en a retenu 10. Ils ont choisi des types très rares qui manquaient à la collection. Parce que l'idée à l'époque, c'était de constituer des séries, d'avoir tous les types, et que ça provienne du trésor de Tars, de Pompéi, ou n'importe quelle provenance prestigieuse, ça ne les intéressait guère. Et je prendrai un exemple, par exemple l'exemple du trésor parisien du lycée Henri IV. Voilà. Donc on est toujours sur les clochettes, mais c'est très bien, on va passer aux monnaies tout à l'heure. Mais pour vous parler de cette sélection, comme ça je prendrai l'exemple du trésor du lycée Henri IV, que notre collègue Laurent Schmitt connaît très bien ici. C'est un trésor, c'est plusieurs milliers de monnaies trouvées à peu près au même moment que le trésor de Tars dans les années 1860. Et le cabinet des médailles a pu faire un choix parmi ces plusieurs milliers de monnaies, et on en a choisi 15 seulement, des monnaies très rares. Et le reste, une grande partie du reste est partie à la fonte. Voilà, et vraiment cette notion d'ensemble n'importait absolument pas. Donc les 10 monnaies du trésor, les 10 monnaies, c'est celles que vous voyez en bas. Donc les deux rangées en bas, ça ce sont les monnaies romaines frappées à Rome. Ces 10 monnaies, le cabinet des médailles les a eues par un échange avec Rollin et Feuardent. Donc on a donné à Rollin et Feuardent un lot de 22 monnaies grecques et romaines en or, en argent, en bronze, un lot hétérogène. Voilà. Et ça c'était une pratique courante et qui nous a permis de considérablement enrichir la collection. On échangeait ce qu'on appelait des doubles, des types qu'on avait déjà dans la collection, contre des types qu'on n'avait pas. Alors aujourd'hui bien sûr c'est une pratique totalement révolue et les doubles ça n'existe plus. Chaque monnaie a un numéro d'inventaire, c'est pas un double, on ne peut pas s'en séparer. La provenance prestigieuse de ces monnaies est longtemps passée inaperçue et c'est seulement en 1990 que Michel Amandry, alors directeur du cabinet des médailles, a mis en avant le fait que ces monnaies provenaient du trésor de Tars et grâce à la description de Lampérier et à nos registres d'inventaire, on a pu les retrouver. Donc vous voyez ces monnaies ici. Alors c'est ce qu'on appelle des auréis pour la plupart. L'auréus c'est l'unité en or. Ça pèse environ 7 grammes. Voilà, donc ça c'est un auréus à l'effigie de Septime Sévère. Donc ces monnaies sont à l'effigie pour la plupart de la dynastie des Sévères, donc le fondateur de la dynastie Septime Sévère. En dessous on voit une monnaie de Julia Domna, juste en dessous. Voilà, cette petite monnaie. Alors ça, c'est un demi-auréus, c'est très rare, c'est totalement unique, c'est la seule monnaie de ce type. Et puis on a aussi des multiples, des plus grandes monnaies, qu'on trouve en dessous sur la rangée inférieure. On a un petit multiple de 2 et puis ce grand multiple que Julien a en main, et c'est sur celui-là qu'on va s'arrêter. Un spectaculaire multiple de 8 auréis qui pèsent environ 40 grammes. Donc ça, c'est vraiment des monnaies de prestige. C'est des monnaies que n'importe qui n'avait pas en main. Alors en théorie on pouvait payer avec, mais c'est plutôt des objets qui étaient distribués dans le cadre de distribution officielle qu'on appelle les donativa à des officiers de haut rang ou des hauts dignitaires, des gens proches de l'entourage de l'empereur. Voilà. Donc les personnes qui avaient ces monnaies-là en main, c'était pas n'importe qui. Voilà. Quelqu'un qui était proche du pouvoir central à Rome. Après, on peut voir d'autres empreintes. Donc là, cette monnaie-là, qui est très spectaculaire, à l'avers. Donc, Julien, tu peux la retourner. C'est une monnaie de Sévère Alexandre. Tu peux la retourner pour montrer le portrait. On a un très beau buste militaire ici, de Sévère Alexandre. Il tient, vous voyez, sa cuirasse qui est très large. C'est très rare d'avoir une vue aussi large sur la cuirasse. Il tient dans la main droite une petite victoire sur un globe, qui a une couronne dans la main. Et dans la main gauche, une espèce de poignard, le pugio. Et de l'autre côté, on voit l'empereur qui est assis, qui est couronné par la victoire aussi. Et face à lui, il y a Virtus. Et puis la mention de ses décennales, son anniversaire, on célèbre l'anniversaire de l'empereur. Voilà, donc vraiment un objet de prestige. On peut repasser au PowerPoint. Ouais, diapo suivante. Donc là, vous voyez ces monnaies, donc Septime Sévère, Julia Domna et ses fils, donc Caracalla, et puis ensuite Sévère Alexandre. Voilà, j'insiste pas là-dessus. On passe à la suite. Voilà.
Donc, nous, on a acheté 10 monnaies du Trésor et il en reste 12 qui sont dans la nature. Donc, elles ont été très bien décrites, précisément. Puis, on a aussi le poids des monnaies, donc ça peut nous aider. Donc, Lomperrier a très bien fait son travail de description. Malheureusement, il n'a pas illustré toutes les monnaies. Il en a illustré seulement quelques-unes et on est capable d'en retrouver 2 grâce aux dessins de Lomperrier qui sont très fidèles. Vous voyez ici en haut à gauche une monnaie qui est passée dans la prestigieuse vente Ponton d'Amécourt à la fin du 19e. Et à droite, une monnaie de Caracalla passée plus récemment dans une vente en Suisse. Donc là, il n'y a aucun doute, ce sont bien les mêmes monnaies. On aurait aimé qu'ils reproduisent toutes les monnaies, mais ce n'est pas le cas. Donc on peut essayer de retrouver des monnaies qui correspondent sur le marché, mais les monnaies, c'est des objets multiples. Voilà, ce n'est pas évident de s'assurer que ce soit bien cet exemplaire-là. Vous voyez en bas à gauche une monnaie de Trajan. Lomperrier nous dit que la monnaie de Trajan, c'est une des monnaies les plus anciennes du Trésor, donc elle est assez usée. Elle pèse 6,65 g. Et la seule monnaie sur le marché à avoir un poids aussi faible, qui soit passée depuis, c'est celle que vous voyez ici dans une vente allemande qui pèse 6,62 g. Mais on ne peut pas dire que c'est bien la bonne. Et à droite, vous avez une monnaie qui est conservée au British Museum, un type extrêmement rare. Donc vous voyez que le poids correspond à peu près, 6,98 g, 7,06 g, c'est pas tout à fait ça. Mais surtout, la monnaie a été achetée à Rollin et Feu-Ardent en 1874, peu de temps après la découverte du trésor. Donc on peut imaginer que cette monnaie provient du trésor de Tars, mais on ne peut pas le prouver. Donc on ne pourra jamais retrouver toutes les monnaies du trésor, mais l'essentiel c'est que Lomperrier les ait toutes décrites avec précision, et donc on connaît la composition du lot monétaire, et voilà, c'est ça le plus important. On peut passer à la diapo suivante. Vous voyez ici la composition du trésor. Donc les monnaies s'échelonnent de la fin du 1er siècle après notre ère au milieu du 3e siècle. Donc c'est classique d'avoir d'anciennes monnaies comme ça, les monnaies circulaient longtemps. Et la monnaie la plus récente, c'est une monnaie de Gordien III. Et elle est datée, donc c'est la monnaie que vous voyez ici, le multiple de 2 auréis. Et elle est datée très précisément. On a la mention des titres de l'empereur, la mention de la 6e puissance tribunicienne et du 2e consulat, et ça nous met exactement à l'été 243, été 244. Je vous passe les débats sur la datation des puissances tribuniciennes de Gordien, c'est très complexe. Mais voilà, en tout cas, on a une date assez précise, et on peut penser, vous voyez que la monnaie, elle est très bien conservée, elle n'a pas circulé, on peut penser que le trésor a été enfoui peu après cette date. Donc, comme je vous ai dit, les multiples d'or du type de celui de Sévère Alexandre que je vous ai montré tout à l'heure sont des objets de prestige qui étaient offerts à des officiers de haut rang. Donc le propriétaire de Tars était une personne manifestement importante. C'est évident quand on voit les bijoux et les médaillons, mais la présence de multiples d'or frappés à Rome le confirme. Et pour terminer cette partie, on va pouvoir passer à la dernière diapo. Alors là, c'est pas de l'or, c'est du bronze, c'est une autre trouvaille. Ça, ce sont des médaillons qui proviennent d'une tombe syrienne, qui sont conservés à la BNF. Et ce qui est intéressant dans cette tombe, alors ils étaient sans doute fichés dans le mausolée pour le décorer, comme on peut l'observer dans les catacombes de Rome notamment. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a soigneusement sélectionné les monnaies, on a choisi des médaillons, c'est des choses très rares. Les 2 médaillons du haut ont été produits à Rome et les 2 médaillons du bas ont été produits à Pergame, enfin dans les provinces orientales. Et voilà, et ça montre là, donc là on a affaire à des élites. Dans cette tombe, il y avait aussi un masque en or qu'on n'a pas retrouvé, mais c'est quelqu'un qui appartenait aux élites, et ça montre que ces élites orientales avaient des contacts avec Rome. Voilà. Mais assez parlé de monnaies de bronze et de petites monnaies romaines, passons au clou du spectacle avec les spectaculaires médaillons d'or. Merci Vincent. Et effectivement, abordons pour terminer la présentation du trésor de Tars la question de ces fameux médaillons, donc ces pièces gigantesques en or qui en font un trésor aussi célèbre. Alors je vais peut-être demander à Vincent s'il veut bien aller présenter non pas les médaillons originaux mais des galvanoplastiques qu'on a conservés au cabinet depuis un certain temps. D'abord pour montrer le format, parce que vous voyez Vincent vous a présenté des auréis, donc qui sont on pourrait dire des monnaies romaines d'or communes. Alors c'est difficile de dire des monnaies d'or communes, mais c'était en tout cas la dénomination la plus commune, et des monnaies qui pèsent quoi, 5-6 grammes, non, un peu plus 7 grammes à peu près. Ici, ces médaillons d'or ont un format tout à fait exceptionnel de par leur poids, plusieurs dizaines de grammes, plus d'une centaine de grammes pour l'un d'entre eux, avec des diamètres eux également extrêmement élevés. Vous voyez, 67-70 mm de diamètre. Ça, si on devait le comparer avec un objet contemporain, moderne, ce ne serait pas tellement des monnaies, ce serait vraiment des médailles en fait, hein, vraiment des objets de très très grand format qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir circuler, qui d'ailleurs ne sont pas faits pour circuler, mais qui ont l'avantage de présenter, on va revenir à cela en détail sur le PowerPoint, une iconographie extrêmement élaborée, et donc faire l'objet d'un soin tout particulier pour les produire.
Alors, si on revient sur le PowerPoint, voyons un peu, donc, vous voyez les 3 médaillons qui sont conservés, qui ont été trouvés avec le trésor de Tarse. Vous voyez les masses, les diamètres. Vous voyez d'ailleurs que 2 d'entre eux ont été produits avec la même matrice, le même coin, qui a servi donc à produire le revers de 2 de ces médaillons. Mais les droits des 3 médaillons présentent 3 têtes différentes qu'on va détailler. Alors commençons par le premier, le F1672, qui pèse 110 grammes 31, qui mesure 70 mm de diamètre et qui présente au droit une tête masculine qu'on pourrait dire ou qu'on dit souvent aux cheveux flottants, les cheveux dans le vent, et qui, si on regarde bien le détail, est pas n'importe qui, c'est un roi. On voit que cette tête, elle est dotée d'un diadème, c'est le bandeau de tissu qui, depuis l'époque hellénistique, signale la condition royale. Donc c'est un roi, et cette tête, ce portrait, est évidemment le portrait d'Alexandre le Grand. C'est ce que nous apprend en tout cas au revers la légende Basilios Alexandros, donc le roi Alexandre. Au revers, justement, on a un cavalier qui est très probablement Alexandre lui-même, en train de chasser le lion. Vous voyez, il s'apprête à donner un coup d'estoc, un coup pour achever ce lion qui est sous son cheval, sous Bucéphale, très probablement. Et vous noterez le détail de la gravure avec, par exemple, le tapis de selle du cheval, qui n'est ni plus ni moins qu'une peau de panthère, qu'on reconnaît bien. Donc vous avez la tête à l'avant, vous voyez, avec la gueule ouverte, le pelage de la panthère et puis les pattes qui débordent du cheval, avec d'ailleurs à gauche des parallèles qui existent depuis longtemps, notamment ici sur ce monument funéraire attique où vous avez ce cheval, là aussi, muni d'un tapis de selle en peau de panthère en l'occurrence. Et puis la légende, donc Basilios Alexandros, qui se trouve autour du type de revers. Le second médaillon, qui est le F1671, a au droit une autre tête, une tête un petit peu différente, qu'on reconnaît assez facilement, on identifie assez facilement à cette peau de lion qui le coiffe. Vous voyez en haut, on distingue bien le museau, avec les babines, les yeux fermés, la crinière du lion à l'arrière de la tête, et puis les pattes du lion nouées autour du cou. Et donc, bien sûr, c'est Héraclès, Hercule pour les Romains, qui est représenté ici, et très probablement, encore une fois, on y reviendra, Alexandre, en réalité, en Héraclès. Au revers, c'est la même scène de toute manière, parce qu'on l'a vu déjà, c'est le même coin, la même matrice qui a été utilisée pour frapper ce deuxième exemplaire. La même légende, donc. Et puis enfin, le troisième exemplaire, le F1673, avec une tête tout à fait différente, une tête barbue cette fois-ci, mais on a toujours un diadème, ce qui nous confirme bien qu'on a affaire à un roi qui a généralement été identifié comme Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Et ce qui est assez étonnant ici, c'est le détail notamment de la cuirasse de ce roi, parce que, alors vous voyez le diadème, le détail de cette cuirasse, avec au centre du plastron une représentation de l'enlèvement de Ganymède de Jupiter, par Zeus Jupiter. Vous avez ici un parallèle sur une mosaïque de Sousse qui est tout à fait semblable. C'est Zeus sous la forme d'un aigle qui enlève Ganymède et qui l'emmène donc sur l'Olympe où il deviendra l'échanson des dieux. Vous notez aussi les écailles qui ornent la cuirasse du souverain, autour de la représentation de Ganymède et de Zeus, et puis sur les côtés, des représentations, alors qui nécessitent peut-être une loupe pour être vues correctement, mais on reconnaît à gauche ici une victoire qui tient un trophée militaire, et sous chacune de ces victoires, donc des foudres. Donc vous voyez, je vous donne un parallèle sur des monnaies de Pyrrhus, avec ces mêmes victoires, donc ces divinités donc on appelle des Nicailles, une Niké, ailée, qui représente la victoire, notamment la victoire militaire ici, parce qu'elle porte un trophée orné des armes prises aux vaincus, et donc à côté d'elle le foudre, un des attributs de Zeus. Donc voilà pour ces trois... non, attendez, il me reste le revers à voir quand même. Le revers, c'est un quadrige
qui là aussi est dirigé par une victoire, on reconnaît le même personnage féminin, pourvu d'elle, qui tient en plus une palme, elle aussi diadémée, donc c'est le symbole de la victoire, et toujours pour vraiment vous montrer le détail de la gravure de ces objets, qui sont certes de grands médaillons, mais qui restent malgré tout de petits objets. Vous voyez qu'on a même tenté d'esquisser le décor de l'avant du char. Alors, est-ce que ce sont des caissons, est-ce que ce sont des petits personnages? Je ne sais pas. En tout cas, le graveur a essayé de faire quelque chose, de montrer que ce caisson du char était orné, était décoré. Et puis, bien sûr, la légende, toujours, Basileos, cette fois-ci, Alexandrou, donc au génitif, donc du roi Alexandre. Je passe la parole à mon collègue Maxence Garde, à présent que nous avons fini de présenter ce trésor de Tarse, pour vous parler du trésor d'Aboukir. Merci Julien. Tout le monde m'entend bien ? Parfait, merci. Alors, déjà, très, très heureux de pouvoir présenter le trésor d'Aboukir, qui est donc conservé à la Fondation Carlos Gulbenkian à Lisbonne, en même temps que son illustre prédécesseur dans la connaissance scientifique qu'est le trésor de Tarse. Ici, à l'écran, vous avez donc une sélection des 11 médaillons qui aujourd'hui sont conservés dans la collection du musée Gulbenkian. Mais en vérité, le trésor d'Aboukir est bien plus important que cela, puisque si jamais on parle uniquement, nous, des grands médaillons, puisque contrairement au trésor de Tarse, qui a eu comment dire, la rigueur scientifique d'être toujours attaché à une série de monnaies et de bijoux, comme on l'a vu, le trésor d'Aboukir, lui, disons que les médaillons ont beaucoup intéressé et le reste a été très vite dispersé. Au total, on parle de 20 grands médaillons, environ, selon les récits, 600 monnaies en or romaines et une dizaine de lingots en or estampillés. Je pense qu'on peut montrer la prochaine illustration. Alors, en fait, moi, je suis exactement comme Vincent, c'est-à-dire lorsque Delon-Perrier dit suite à des multiples aventures qui ne nous intéressent pas, moi ça m'intéresse énormément aussi et du coup je voudrais vous emmener avec moi. La seule différence, c'est que les médaillons n'ont pas tous fini au même endroit, comme pour Tarse. Si jamais on avance, la première étape, pas encore, merci, la première étape c'est Alexandrie. Lorsque les médaillons sont découverts, il y a d'ores et déjà plusieurs familles alexandrines locales très intéressées pour acquérir une partie de ces médaillons. Personne ne veut acquérir évidemment les 20 médaillons en même temps, ce qui fait qu'on a une première division. La première division, elle est entre deux familles, la famille Sinadino et la famille Vinga, qui résident à Alexandrie, et une troisième personne qui est pour le coup une personne qu'on connaît bien dans les collections d'art égyptien et plus globalement d'Antiquité à cette époque-là, qui est le docteur Édé. Ici, vous avez donc une description. La famille Sindano en récupère 2, la famille Vinga 3 et le docteur Édé en récupère 6. Mais il y a d'autres médaillons qui sont très, très discrètement présenté ou mentionné dans d'autres sources. Et vu qu'on parlait de Delon-Perrier, on peut parler ici d'un de ses pairs et collègues, qui est Wilhelm Fröner, qui, dans ses notes, indique, alors c'est écrit en tout petit, ne croyez pas que c'était pour tout faire rentrer sur une slide, hein, c'était pas pour vous forcer à regarder, mais il indique 9 juin 1902, Nachman du Caire m'a apporté un grand sceau grec en bronze. 10 juin 1902, chez Nachman, j'ai vu un grand médaillon en or semblable à ceux de Tarse et un tas de remarquables antiquités égyptiennes. Il n'indique pas si jamais il a acheté ce médaillon et ce qui s'est passé avec ce médaillon, il indique juste qu'en juin 1902, ce médaillon est manifestement en vente chez Nachman. Je vous ai parlé de 20 médaillons pour une raison, c'est que la première personne, merci, la première personne qui s'intéresse vraiment au niveau du monde des musées à ces médaillons et qui en reconnaît la qualité, c'est Heinrich Dressel, qui était à l'époque le directeur du cabinet des médailles et monnaies de Berlin et qui va en faire l'acquisition de 5 médaillons d'Aboukir qui sont encore aujourd'hui conservés du coup au cabinet des médailles et monnaies de Berlin.
On peut continuer. Et il y a une troisième personne qui, pour la première fois, va faire traverser l'Atlantique à une partie de ces médaillons, c'est Henry Walters. Henry Walters est un grand philanthrope américain, qui est fondateur de la Walters Gallery, mais surtout un mania ferroviaire avec une immense fortune et qui s'intéresse évidemment à ces médaillons et qui, conseillé sur leur acquisition, décide d'en acheter 4. Aujourd'hui, 3 sont conservés à la Walters Art Gallery et il y a un seul médaillon qui appartenait à sa collection, mais qui n'est plus à la Walters Gallery. On peut continuer. Et puis, entre 1902 et 1908, les familles alexandrines décident de se séparer de ces médaillons en essayant d'en obtenir un bon prix. Et il se trouve qu'à cette époque-là, c'est surtout les manias américains qui sont prêts à débourser des sommes folles pour s'acheter ces médaillons. Et il se trouve que c'est donc John Pierpont Morgan, de la Morgan Library de New York, qui décide de contacter la famille Sinadino et le Dr Eddé pour acheter les 2 de la famille Sinadino et les 6 du Dr Eddé, ce qui ramène le nombre à 8. La Morgan Library a donc 8 médaillons à cette époque-là. Mais ce n'est pas si simple. Aujourd'hui, on parle de la fondation Calouste Gulbenkian, fondée donc par Calouste Gulbenkian, homme d'affaires, collectionneur, philanthrope d'origine arménienne, vivant entre Londres, Istanbul et Paris, un homme du monde qui a fini sa vie au Portugal et qui a décidé d'y léguer sa collection pour la création d'une fondation et d'un musée qui abrite aujourd'hui sa collection. Donc vous l'avez ici à l'écran. Et si nous, on vous parle donc de ces 11 médaillons, c'est qu'il y a eu forcément d'autres transferts. En fait, merci. En fait, la quête de Calouste Gulbenkian, elle commence très tôt, elle commence en 1936. En 1936, tu peux avancer, merci. Jacob Schulman, qui est un expert d'antiquité et un marchand basé à Amsterdam, s'intéresse lui aussi à ce qui passe sur le marché et il répond dans cette lettre à Calouste Gulbenkian qui manifestement lui a fait part de son intérêt de savoir ce qu'il pensait d'un médaillon provenant du trésor d'Aboukir. Alors on parle d'un seul médaillon qui aurait été du coup en vente ou proposé à quelques collectionneurs et particuliers dès 1936. Je dis 1936 parce que la lettre à laquelle fait référence Jacob Schulman ici est datée du 31 décembre, donc ça compte, c'est 1936. On peut avancer et la véritable histoire de Gulbenkian avec les médaillons, elle se fait en 2 temps. Elle se fait d'abord par 3 médaillons. Parce que si jamais vous vous souvenez, on a dit donc les Sinadino, la collection Eddé, ça a été racheté par Morgan, mais en fait il en restait 3 des médaillons à Alexandrie. Et ces 3 médaillons appartenaient à la famille Vinga. Alors ils ne sont pas restés à Alexandrie pendant très longtemps, puisqu'en fait ils ont été vendus. Ils ont été vendus à une autre personne qu'on connaît qui s'appelle James Loeb, qui est un collectionneur assez connu, assez réputé, banquier, vivant entre Munich et New York, qui a aussi fait beaucoup de dons à des musées et librairies américaines principalement, et qui dans sa succession à ses héritiers a laissé 3 médaillons. Et ces 3 médaillons, dans cette lettre de nos archives de Jacob Hirsch, qui communique avec Calouste Gulbenkian, ils sont proposés à la vente. Alors Jacob Hirsch annonce solennellement à Calouste Gulbenkian qu'il a l'occasion d'acheter 3 médaillons d'Aboukir. On peut avancer. Donc voici le fameux James Loeb et les 3 médaillons qui sont juste en dessous et qui font partie du coup de la collection. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on peut avancer et on va voir que Calouste Gulbenkian, c'est un homme d'affaires, hein. C'est un collectionneur, évidemment, c'est un esthète, mais c'est un homme d'affaires. Et comme tout homme d'affaires, il sent les opportunités et surtout, ce qu'il veut, c'est négocier. Dans cette série de lettres, vous pouvez voir que dès juin 1949, Gulbenkian répond à la proposition de Hirsch en lui disant « ça a l'air formidable cette histoire des 3 médaillons d'Aboukir, mais comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler? Comment ça se fait qu'ils soient aux États-Unis et comment ça se fait que ce ne soit pas vous qui les ayez vendus dès le départ ?» Mais nous, on a vu que dès 1936, Gulbenkian, il avait entendu parler des médaillons. Donc en fait, il joue un petit peu à l'idiot pour savoir un petit peu le fond de l'affaire.
Réponse de Jacob Hirsch dans la foulée, qui lui explique entre autres, parmi beaucoup de choses, que ces médaillons, en fait, c'est lui qui en avait fait déjà la vente via les familles alexandrines en 1902, qu'il les connaît très bien, et il détaille en fait le prix que chacun a payé déjà à l'époque, durant cette période entre 1902 et 1906. Ensuite, il fait ses petits calculs et il dit, voilà, donc en fait, il me faudrait environ 37 000 $, monsieur Gulbenkian. L'homme d'affaires arrive. Et Gulbenkian répond en disant Monsieur Hirsch, moi je les trouve formidables, ces médaillons, évidemment, ils sont très intéressants et j'entends ce que vous dites, mais ils les ont payés un certain prix, mais ils en ont profité. Et profiter des médaillons, ça se paye. Donc il faut baisser le prix, si vous voulez. Et surtout, qu'est-ce qu'il fait? En fait, on se rend compte que Gulbenkian, en tant que collectionneur aussi, avec de multiples réseaux et connexions, sait que les médaillons de la Morgan Library, à l'époque, les 8 médaillons, sont aussi à vendre. Parce qu'à la suite du décès de Morgan, les trustees de la librairie décident de se recentrer sur la collection de bibliophiles, en fait, comme mission. Et du coup, se séparent d'une grosse partie de leur collection numismatique et de médaillons. Ce qui fait que Gulbenkian réagit en disant « Il n'y a pas seulement 3 médaillons sur le marché, il y en a 11. » Donc le prix, forcément, c'est plus aussi unique, vous comprenez. Et donc, on voit que Gulbenkian fait aussi appel à d'autres personnes, et notamment Robinson, c'est cette slide-là, Robinson, donc le conservateur en chef des monnaies et médailles du British Museum à cette époque-là, qui a donc vu les médaillons à l'époque, qui a donné son avis, qui a dit qu'il les trouvait très intéressants, que c'était une occasion, qu'il fallait absolument les acheter. Bref, c'est une affaire conclue, on va le voir à la prochaine slide. En fait, Gulbenkian a gagné, puisqu'au final, ici, vous avez la facture des 3 médaillons, et il a payé finalement 24 000 au lieu de 37 000. Ça fait une belle économie. On peut avancer. Mais il se trouve qu'il en a 3, mais il veut les 11. Donc, il entre en contact avec Monsieur Adams, qui est le nouveau directeur de la Morgan Library, et celui qui a décidé de recentrer l'activité de collection de la Morgan Library, et qui lui fait part, en effet, de la décision des trustees, que c'est pour pouvoir avoir des fonds, pour pouvoir continuer la mission d'acquisition de volumes rares et précieux, et que la décision sera faite en octobre. Bon, vous l'avez vu, si les 11 médaillons sont à Lisbonne, c'est que Carlos Gulbenkian a en effet acheté les 8 autres médaillons. Vous avez ici, merci, vous avez ici une photographie d'archives des médaillons présentés dans la collection de la Morgan. Et pour faire écho à ce que disait Vincent sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui passent par les mêmes mains en même temps et qu'on n'arrive pas toujours à tracer, il n'est pas impossible que sur cette photographie, vous ayez des monnaies romaines et notamment le lingot d'or présenté dans la photographie du dessus, qui appartiennent peut-être au trésor d'Aboukir. Ce sont des choses à vérifier, puisqu'on ne sait pas où est passé le reste de ce trésor. Bien, à présent que nous avons fait le point sur la découverte, la dispersion et puis finalement le regroupement de ces 2 trésors, il est temps de s'y intéresser et de regarder un petit peu plus en détail ce que tous ces médaillons représentent et de quelle manière finalement ces 2 ensembles sont à certains égards semblables, mais à d'autres assez différents en fait. D'abord, si on regarde toutes ces pièces, on se rend compte que elles ont sans doute, pour la plupart d'entre elles, été fabriquées à peu près de la même manière. Et notamment, on remarque que et à Aboukir et à Tars, les médaillons, vous l'avez vu quand on les a présentés, vous le voyez je pense sur les photos, ont ce qu'on appelle des flancs biseautés, c'est-à-dire qu'ils ont la particularité d'avoir au centre un type monétaire, donc à droite à Aboukir une tête d'Alexandre Casquet, à gauche notre Victoire avec son quadrige, et puis vous voyez ce bord comme aminci, très probablement par martelage. On voit d'ailleurs, vous voyez sur la pièce de droite les coups sans doute de marteau qui ont servi à amincir en biseau les tranches de ces médaillons. Alors c'est quand même quelque chose d'assez étrange en fait, parce que on l'a vu, ce trésor, ces 2
trésors et ces médaillons datent probablement de l'époque romaine, et c'est pas du tout une pratique commune ou courante à l'époque romaine. Par contre, c'est une pratique qui était beaucoup plus courante à la fin de l'époque hellénistique, donc 3 siècles avant, au IIe siècle, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous avez au centre de cette diapositive 3 tétradrachmes qui proviennent des collections de la BNF, d'Asie mineure, de Temnos, de Chimée, de Lébedos, qui utilisent exactement la même technique. Et effectivement, c'est une technique en vogue pour les monnaies des souverains hellénistiques et des cités hellénistiques de la fin de la période que d'avoir ces flancs biseautés. Et donc on retrouve cette particularité sur nos médaillons. On peut se poser la question de savoir si c'est pas justement comme un moyen de revendiquer cet archaïsme. Donc ce sont des objets produits à l'époque romaine, certes, mais qui empruntent des codes de fabrication qui sont beaucoup plus anciens et qui datent de la fin de l'époque hellénistique. Si on regarde de très très près maintenant ces médaillons, à la fois ceux de Tarse et ceux d'Aboukir, encore une fois, eh bien, on les a vus de loin, avec ces images extraordinaires, ces très hauts reliefs, ces détails assez époustouflants. Quand on regarde de près, on se rend compte que ça n'a pas dû être si évident que ça à imprimer. Parce qu'évidemment, ces médaillons, ce sont de grands disques, de grandes pastilles d'or qu'il a fallu imprimer avec des très hauts reliefs. Frapper une monnaie, c'est assez simple. Si on regarde cette petite diapositive qui rappelle comment on frappe une monnaie, les monnaies, il faut en frapper beaucoup parce qu'on a souvent besoin de centaines de milliers, de dizaines de milliers de monnaies. Et donc, vous avez besoin de 2 matrices, de 2 coins sur lesquels on a gravé en creux les types monétaires que vous posez pour le premier coin sur une enclume. Vous déposez ensuite votre flanc monétaire, donc la pastille de métal. Au-dessus, vous tenez un coin de revers, donc la seconde matrice, et puis vous donnez un grand coup de marteau. C'est ce qu'on voit, par exemple, sur cette tessère d'époque romaine. Vous voyez cette personne avec sa masse s'apprête à frapper la monnaie. Et cette petite expérimentation archéologique, que vous me voyez avec un peu plus de 20 ans de moins, où on frappe des monnaies, c'est extrêmement rapide et une équipe bien entraîné, un peu costaud et habile, peut frapper plusieurs milliers de monnaies par jour. Eh bien, c'est sans doute pas du tout comme ça qu'on a fait nos médaillons. Ils sont frappés, ça c'est à peu près évident. On le voit simplement au pli du métal qui a reçu le coup. Mais vous voyez, quand on regarde ce détail des types, vous voyez, on voit comme c'est une sorte de tréflage. C'est-à-dire que sur beaucoup de médaillons, vous avez comme des à-coups, comme si on avait commencé à imprimer le type et puis on les avait un peu bougés, un peu déplacés, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le plus impressionnant, je pense, c'est le haut de la tête d'Héraclès en haut à droite. Vous avez des déplacements assez importants de ces reliefs. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur plusieurs médaillons et qui semble indiquer que pour frapper ces médaillons, justement, on n'a pas frappé un grand coup dessus comme on fait pour une monnaie, mais on a dû y aller doucement. Doucement pour ne pas déformer le flanc métallique et doucement aussi parce que les reliefs sont tellement hauts et avec des détails si précis, la chevelure par exemple, ou les poils des babines du lion d'Héraclès, et que, eh bien, on a, pour que le métal pénètre bien jusqu'au fond, jusqu'au bout du coin finalement, dû procéder à des coups de marteau modérés, mais nombreux, pour imprimer petit à petit ces médaillons. Et donc, vous voyez, ceci, en plus des flancs biseautés, font que on a quand même un ensemble finalement d'objets, pas tous, mais la plupart, qui ont l'air d'avoir été fabriqués à peu près de la même manière. Ça, on va passer. Autre point de comparaison, à Tarse comme à Aboukir, on a des structures de production qui sont assez semblables, c'est-à-dire avec des liaisons de coins, donc des matrices qui ont été utilisées pour frapper plusieurs médaillons de plusieurs formats, donc de plusieurs masses, mais aussi avec des types différents. Par exemple, cette tête d'Alexandre Casquet, donc c'est le même coin qui a été utilisé pour frapper ces 3 médaillons, mais vous voyez, l'un d'eux avec un Alexandre chassant un sanglier, tandis que les 2 autres avec un type différent, qui eux aussi d'ailleurs ont été produits avec la même matrice.
Ce qu'on observe également en observant ces médaillons des deux trésors, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont de poids calibré. Ça veut dire que ce ne sont pas des monnaies, a priori, avec des poids qui sont tous semblables, parfaitement calibrés, comme ça pouvait être le cas pour les monnaies d'or romaines, par exemple. Vous voyez ici le graphique en haut à droite des poids et des diamètres des médaillons de Tarse et d'Aboukir. Vous voyez que les diamètres sont déjà très variables, qu'il n'y a pas de poids évidemment calibré, et que même, pour le coup, il y a une vraie différence entre les médaillons de Tarse et ceux d'Aboukir. Ceux de Tarse sont nettement plus grands, sont beaucoup plus larges que ceux d'Aboukir, et c'est une différence notable. Donc pas de calibrage des poids, pas de calibrage des diamètres, pas de calibrage non plus de la contenance en or, de la teneur en or. Il y a des analyses qui ont été faites il y a environ 25 ans sur des médaillons de Berlin et de Lisbonne qui montrent que les titres en or varient de 88 à 96%, qui est à la fois une variation importante, beaucoup plus que sur les monnaies d'or de la même époque, et qui en plus en font des pièces dont la teneur en or est sensiblement plus faible que celle des pièces d'or romaines de l'époque. Finalement, un dernier point pour comparer ces deux trésors concernant l'iconographie, il n'y a en fait qu'un seul type qu'on trouve à la fois sur les médaillons du trésor d'Aboukir et sur les médaillons du trésor de Tarse, c'est le revers de ces deux médaillons, donc conservé à Berlin en l'occurrence. Donc c'est une tête d'Alexandre, on y reviendra, mais avec cette victoire dirigeant ce quadrige, eh bien, qui ressemble tout à fait à celle qu'on a au revers de notre médaillon au portrait de Philippe, qui n'est pas issu du même coin, mais qui est bien très semblable. Donc c'est le seul point d'accroche iconographique infaillible entre ces deux ensembles. Néanmoins, on va le voir, il y a quand même une ambiance iconographique très cohérente et très homogène dans ces deux trésors. Cette iconographie des deux trésors renvoie à Alexandre, à la geste d'Alexandre, aux exploits d'Alexandre et à la famille d'Alexandre. Et ça, c'est le point qu'on va aborder à présent en parlant notamment des portraits. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, les trois médaillons de Tarse deux d'entre eux présentent des portraits d'Alexandre, un en Héraclès et l'autre aux cheveux flottants. Donc on va peut-être commencer à parler de celui justement en Héraclès, pour dire que c'est un motif qui était en fait assez ancien. Et que, évidemment, Alexandre, donc ce roi macédonien qui conquiert l'empire perse achéménide entre 333 et qui meurt en 323 avant Jésus-Christ, c'est une figure incontournable du monde grec, mais aussi du monde romain, une référence incontournable pour de nombreux empereurs romains, qui est connue à travers la littérature, dont la geste finalement s'est transmise jusqu'à aujourd'hui, ça reste un personnage de l'Antiquité très connu. Et donc ces références à Alexandre, on est à l'époque romaine, elles sont fréquentes. Et pour faire référence à Alexandre, on évoque des motifs iconographiques qui sont en fait déjà anciens et qu'on ne cesse de réemployer, voire parfois de détourner. Et c'est ce qui se passe ici, avec cet Héraclès qui est devenu un Alexandre, parce qu'en réalité, cet Héraclès, au début, c'est l'Héraclès des monnaies d'Alexandre lui-même. C'est-à-dire qu'Alexandre le Grand, quand il conquiert l'Empire perse, à un moment décide de créer une nouvelle monnaie, une monnaie d'argent, faite notamment de tétradraques, vous en avez un ici. Et à l'époque d'Alexandre, on n'a pas de portrait de roi. Les rois grecs ou macédoniens ne se représentent pas sur leur monnaie, mais on représente des divinités. Et Alexandre choisit de représenter sur ses monnaies Héraclès, qui est un ancêtre des Argéades, la dynastie d'Alexandre, qui est censée descendre d'Héraclès et puis de Zeus, évidemment. Et donc, on choisit un ancêtre mythique de la dynastie, Héraclès, coiffé de la peau de lion. Et puis, l'autre ancêtre est là, au revers, c'est Zeus, tenant son aigle, avec le nom d'Alexandre, ici, le Basileos Alexandrou, qui donne le titre et le nom d'Alexandre. Donc Alexandre représente Héraclès sur ses monnaies. Et assez rapidement, après sa mort, on va continuer à fabriquer des monnaies d'Alexandre parce que tout le monde les connaît, parce qu'on a confiance, parce qu'on utilise donc de manière fréquente ces monnaies. Et on va très rapidement voir un détournement de ces Héraclès qui vont devenir des Héraclès, mais aussi des portraits d'Alexandre. C'est ce qu'on voit par exemple ici sur un Alexandre, donc une monnaie au type d'Alexandre, et l'Héraclès, le Zeus avec l'aigle, le nom d'Alexandre, mais où on est à Milet, on est bien après la mort d'Alexandre, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et vous notez que cette tête d'Héraclès, ce n'est plus seulement une tête d'Héraclès, c'est aussi un portrait d'Alexandre. Comment on le sait ? Parce que d'abord, on a des traits qui commencent à être très reconnaissables, avec ce nez beaucoup
beaucoup plus puissant, mais surtout, on voit apparaître au-dessus du front une mèche assez particulière qu'on appelle l'anastolet, parce qu'Alexandre, il était, c'est ce qu'on sait d'après les textes, il avait la particularité d'avoir une double mèche qui encadrait son front, qui était une sorte de particularité capillaire qui permettait de le reconnaître et qu'on retrouve sur tous ses portraits. Et donc, on voit apparaître sur ces têtes d'Héraclès, aussi donc à présent, Héraclès, Alexandre. Et cette confusion, finalement, entre Héraclès et Alexandre, elle va s'inscrire dans la durée et se perpétuer jusqu'à l'époque romaine, où, par exemple, les maniages du koinon des Macédoniens, qui est une province romaine, mais qui est toujours administrée par une autorité autonome sous le joug romain. Donc ce koinon des Macédoniens, au début du IIIe siècle, produit toute une série de monnaies de bronze avec des iconographies qui font référence à Alexandre. Au revers, on a Alexandre sur Bucéphale, Alexandre qui chasse, etc. On en verra d'autres. Mais au droit, on a des portraits d'Alexandre, différents types de portraits d'Alexandre. Et notamment, on retrouve cet Alexandre qui est aussi un Héraclès, ici avec l'anastolet. Et pour éviter tout doute, on ajoute le nom Alexandros au devant de cette tête pour bien dire que cet Héraclès, c'est en fait Alexandre. Et donc notre médaillon, ici, il hérite finalement de cette ambiguïté, de cette confusion entre Héraclès et Alexandre qui s'est inscrite dans le temps et dans la durée. Autre type de portrait qui remonte, qui vient de loin et qu'on retrouve sur les médaillons, mais cette fois-ci d'Aboukir, c'est l'Alexandre, fils de Zeus Amon. Parce que, vous vous souvenez peut-être, Alexandre, quand il passe en Égypte, à un moment, il décide de faire un détour, de faire un crochet par le désert libyque et d'aller consulter l'oasis de Zeus Amon, divinité syncrétite berbère proche de la Cyrénaïque, et pour y consulter cet oracle de Zeus Amon. C'est raconté par plusieurs auteurs, donc ici Quint Curse par exemple, qui évoque cette visite, et il se trouve que Alexandre, c'est une visite payante pour lui, parce qu'il arrive et le prêtre l'accueille en lui disant « Salut mon fils », et Alexandre en déduit que ça signifie qu'il est le fils de la divinité. Et donc il est le fils de Zeus Amon, et donc lui-même divin. Ce Zeus Amon, il est représenté sous la forme, en cyrénaïque en tout cas, et dans le monde grec, sous la forme d'un personnage, d'un homme barbu, pourvu de cornes de bélier, c'est un syncrétisme entre un Zeus grec et un Amon égyptien, et donc on va voir apparaître, après la mort d'Alexandre, et vous le voyez déjà sur cette monnaie au centre de Lysimaque, donc très peu de temps, une vingtaine d'années après la mort d'Alexandre, des portraits d'Alexandre. On a l'anastolet, on a le diadème qui signale sa condition royale, et on a cette corne de bélier qui entoure son oreille et qui rappelle cet épisode, et donc qui est le symbole de la divinisation finalement, de la divinité d'Alexandre. Ce type de portrait d'Alexandre va beaucoup se diffuser à l'époque hellénistique sur des monnaies, mais pas seulement, et pour preuve on en a un très bel exemple à la Bibliothèque nationale sous la forme de ce camée exposé au musée qui représente le même portrait, avec le diadème, l'anastolet est là, et bien sûr la corne de bélier. Eh bien, cette tradition, tout comme le portrait en Héraclès, eh bien, va se perpétuer, va perdurer et continuer à être mobilisé, par exemple, dans la Macédoine romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ sur les monnaies du questeur Aésilas, où on a un Alexandre diadémé avec cette petite corne qui entoure son oreille, et puis encore plus tard, toujours sur les monnaies des koinon des Macédoniens, eh bien, avec ces portraits, là aussi d'Alexandre, pourvus d'une corne. Je serai plus bref pour ce troisième type de portrait aux cheveux flottants, où là aussi on a des parallèles qui datent de l'époque hellénistique, notamment sur le monnayage de Mithridate VI du Pont, c'est le grand ennemi de Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ, le dernier grand ennemi de Rome, évidemment qui perd à la fin et qui se suicide parce qu'on ne peut pas être l'ennemi de Rome indéfiniment, et qui représente lui aussi sur ses monnaies des portraits d'Alexandre aux cheveux flottants. Et cette tradition, alors on n'a pas forcément sur d'autres types de documents, mais qui se retrouve encore sur les monnaies du koinon des Macédoniens, toujours à la même époque, au IIIe siècle après Jésus-Christ, vous voyez, avec ses cheveux flottant dans les airs. Donc là encore, nos médaillons héritent d'une longue tradition. Il n'y a pas que les portraits, sans doute, qui viennent de loin, même les revers sont les héritiers d'une longue tradition, et notamment ces Alexandres chassants. Donc on a
des Alexandres chassant le sanglier sur les médaillons d'Aboukir, on en reparlera. On a Alexandre chassant le lion sur les médaillons de Tarse, et qui rappelle que la chasse au lion, c'est un hobby un des hobbies favoris des rois de Macédoine, comme le prouve notamment la fresque qui a été redécouverte au-dessus de la porte de la tombe numéro 2 d'Aigai, trouvée donc à Vergina, attribuée à Philippe II, où on représente toute une série de personnages en train de chassant le sanglier, le lion ou d'autres animaux sauvages. Et cette chasse au lion d'Alexandre, elle est particulièrement célèbre parce que inscrite dans son histoire, et notamment dans la vie d'Alexandre de Plutarque, qui raconte un épisode où un ambassadeur de Sparte observe Alexandre en train de chasser un lion, de risquer sa vie pour chasser un lion. Et donc, une chasse qui aurait été immortalisée sous la forme d'une statue offerte par Cratère au sanctuaire de Delphes, où on aurait vu Alexandre sur Bucéphale chassant le lion. Donc là encore, notre médaillon n'invente pas un motif nouveau, mais hérite d'un motif courant de la geste d'Alexandre. Ah oui, et puis oui, je voulais vous montrer donc ces deux exemples, parce que ces chasses au lion, on les retrouve aussi sur un autre médaillon qui ne vient ni d'Aboukir ni de Tarse, mais qui est du même type que ceux dont on parle aujourd'hui, mais qui est conservé à Cambridge dans la League Collection, où on a la même représentation, et encore notre monnayage du koinon des Macédoniens, qui représente une scène tout à fait semblable. Je passe la parole à mon collègue pour achever. Merci Julien. Alors oui, Julien a bien fait de rappeler tout l'héritage grec et hellénistique sur une série de droits et de revers donc de ces médaillons, mais on parle quand même de production romaine. En parlant de production romaine, évidemment, on va parler de style romain, on va parler de réinterprétation romaine. Comment est-ce que les Romains apportent quelque chose de même dans ces objets, même si on l'a vu, et c'était très convaincant, l'idée de cet archaïsme aussi dans l'image et dans la forme. Principalement, avec ces deux médaillons donc d'Aboukir, vous avez ici une influence. Alors c'est un article assez récent qu'il a mis en image avec ces monnayages donc de l'empereur Probus, qui montre en effet le casque, puisque c'est une chose dont on ne parle pas assez. Alexandre, sur les médaillons d'Aboukir, est casqué. Il n'est jamais casqué sur les représentations grecques et hellénistiques. C'est vraiment un ajout romain qui permet en plus d'ajouter l'équipement militaire. Ici, en fait, cet équipement militaire, il est même sujet à développer des scènes qui font elles-mêmes écho au geste d'Alexandre, comme on a dit, à l'histoire d'Alexandre. On l'a notamment sur ce casque qui représente ici une bataille, puisque nous avons un personnage à cheval armé d'une lance qui se bat contre un autre personnage à cheval. J'avais trouvé ici ce Skyphos conservé donc à Boston, qui reprend, donc il est de la République romaine, qui reprend cette scène. C'est certainement une des grandes batailles qui a opposé Alexandre aux Perses, donc ça peut être Issos, ça peut être Gaugamel, peu importe. Mais je pense que le plus intéressant, et c'est certainement aussi tout l'enjeu de la présentation de ce soir, c'est d'aller à Lisbonne et de voir le médaillon en question pour pouvoir essayer d'observer le détail de ce casque. Formidable. Alors, je voudrais en profiter du coup pour remercier toute l'équipe qui se trouve derrière la caméra, puisque là on ne le voit pas, mais nous avons donc à la fois des art handlers, mais aussi des personnes de la conservation et surtout notre équipe technique, donc des audiovisuels, qui est en train de travailler et on les remercie beaucoup. Donc voici le médaillon en question, et peut-être que l'on peut voir, on peut observer avec la rotation justement tout ce travail en fait de motifs sur le casque, qui permet de voir que cet équipement militaire, il est extrêmement important. Équipement militaire qui ne se limite pas ici au casque. Vous avez également l'armure, cette partie haute en fait qui a un décor. Alors on perd un tout petit peu l'image. Parfait, merci. Qui ici, on voit donc un personnage central, certainement un Alexandre posé sur un ensemble d'armes qui a été déposé et qui est couronné par la victoire et la vertu, qui est une iconographie que l'on connaît bien et qui est une iconographie d'ailleurs qui a été reprise notamment sur ces monnaies donc de l'empereur Probus que l'on a vu. Donc c'est une idée, c'est un thème hellénistique réinterprété
à la romaine. Si on peut revenir sur le PowerPoint, s'il vous plaît. On reviendra à Lisbonne très rapidement. Donc voici les éléments dont je vous parlais. On a également donc ces fameuses scènes aussi qui sont empruntées. Alors il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire ici. C'est la question d'Alexandre dans sa lutte contre les Perses. C'est un thème aussi qui intéresse les Romains, puisque les Romains se sont également beaucoup battus avec les Parthes, notamment sur la frontière Est, et il y a eu un certain nombre d'empereurs qui ont dû faire le trajet en campagne, et cette idée de se réclamer de l'héritage d'Alexandre en allant en campagne à l'Est, évidemment, devait inspirer un certain nombre d'empereurs. On va passer assez rapidement. L'idée, c'était de montrer ce que Julien a déjà évoqué, c'est-à-dire les modèles existants. Donc, je vous mets quelques références ici, principalement donc, du koinon macédonien, comme on en a parlé, qui en fait présente énormément de similarités avec ces décors, justement, des grands médaillons d'Aboukir. Ici, d'autres exemples, entre cette Athéna en train de nourrir un serpent et ce médaillon d'Alexandre devant une victoire lui présentant un bouclier qui renvoie lui-même, puisque Alexandre devient un peu la coqueluche des empereurs romains, mais lui-même avait pour coqueluche l'image d'Achille dans la guerre de Troie. Et sur ce bouclier, vous avez donc l'image d'Achille en train de tuer la reine des Amazones qui était venue porter secours à la ville de Troie après la mort du prince Hector, et que Achille tue lors d'un duel et dont il tombe soi-disant amoureux au moment de porter le coup fatal. Voilà, un certain nombre d'éléments qui en fait viennent enrichir justement ce système de référence. On peut peut-être aller voir à Lisbonne, voir ce médaillon, parce qu'il est plutôt joli, comme tous les autres. Oui, alors c'est le parfait. Ah, ben, on peut voir les deux, c'est formidable. Donc d'abord celui-ci, donc de l'Athéna et le fameux serpent. On peut peut-être voir l'autre médaillon également. Ça leur fait un cours accéléré de français aussi. Vous voyez, ça marche très bien. Formidable. Voilà, donc ce médaillon également avec, encore une fois, ce détail dont on a parlé. C'était principalement pour vous montrer aussi, pour pouvoir admirer, parce que les photos, c'est bien, mais tout l'enjeu de ces conversations aussi, c'est ça. Merci. On peut revenir au PowerPoint, peut-être. Alors, je les passe en revue assez rapidement. L'idée, c'est de montrer aussi les ajouts romains. On l'a déjà vu, Julien l'avait évoqué, la question donc, du trophée, de la victoire qui porte le trophée. C'est une image que les Grecs connaissent déjà. Les Romains vont ajouter principalement en fait, au pied du trophée militaire un système d'identification, parce que les Romains se sont tellement battus contre tout le monde qu'il fallait bien un moyen aussi pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on avait gagné. Donc ça passait par l'image, ça passait par le texte, parfois par les deux. Ici, vous avez donc en fait deux personnages en partie basse du tropaion, donc sur le revers du médaillon d'Aboukir. Vous avez un personnage masculin, un personnage féminin. À gauche, c'est un personnage qui semble porter un bonnet phrygien, donc qu'il associerait en fait à une image classique qu'on a déjà dans les monnaies parthes, donc ici une monnaie d'Arsas Ier, mais en fait vue aussi par les Romains avec le fameux arc de Septime Sévère et ce soldat romain en train d'emmener un prisonnier parthe. Ici, la connexion est assez évidente. Et puis, on a quand même dans le trésor d'Aboukir une représentation qui n'est pas d'Alexandre, qui est de Caracalla. Alors Caracalla, donc fils de Septime Sévère, dont on a parlé, Vincent en avait parlé lorsqu'il parlait justement de cette dynastie des Sévères. Caracalla est un fan convaincu d'Alexandre. Il voulait devenir un nouvel Alexandre. Les auteurs anciens nous le disent, ils nous l'expliquent. Il a décidé de faire
sortes un trajet un petit peu pour ressembler à celui d'Alexandre lorsqu'il est parti en campagne à l'Est. Et il est assez normal finalement de le retrouver sur ces médaillons. Et c'est intéressant parce que c'est la première fois du coup qu'on a une image typiquement romaine. Alors c'est des modèles qu'on retrouve notamment sur cette haute monnaie donc, de Gordien III avec le principe de l'empereur à la lance. Évidemment, mais d'autres détails, et notamment un détail qu'on avait vu aussi, et ça, moi je l'ai vu en direct, lorsque Vincent nous avait montré du coup cette monnaie de 40 grammes dans le trésor de Tarse, vous aviez le manche du Puggio, ce couteau de l'armée romaine qu'on a aussi ici, et qui est en effet avec ce manche à tête d'aigle, donc c'est un motif, encore une fois, qu'on retrouve pas uniquement sur ce médaillon, qu'on retrouve aussi du coup sur d'autres monnayages, et qu'on retrouve aussi sur cette monnaie de Gordien. On peut peut-être aller juste le voir rapidement, juste par plaisir. Ah, quand même. Formidable. Voilà, je pense qu'il se suffit à lui-même. Mais vous pouvez voir du coup ce manche-là, cette tête d'aigle qui dépasse en fait la partie basse du bouclier, vraiment tout en bas de la composition. Et enfin, si on peut revenir du coup sur le PowerPoint, merci beaucoup. Je ne pouvais pas terminer sans vous parler du coup de ce médaillon qui représente un Alexandre armé nous faisant face, qui est une représentation extraordinaire d'Alexandre, tête levée vers le haut, mais surtout ici un ensemble de détails iconographiques, une richesse iconographique extrêmement importante. Alors on a évidemment la cuirasse, on a un détail d'une Athéna, d'un géant sur l'épaule gauche, mais surtout ce bouclier. Et en fait, ce bouclier, c'est un bouclier avec énormément d'iconographie, de symboles. Et évidemment, il nous fait penser au bouclier le plus célèbre des textes de l'Antiquité, qui est celui d'Achille, encore une fois, dont Alexandre était un fervent admirateur et qui était censé... Alors, il y avait tout dans ce bouclier, il y avait absolument tout, mais notamment, vu qu'il y avait tout, il devait y avoir les signes du ciel. Et sur ce bouclier, on a donc une figure centrale qui peut être en fait une Gaïa, entourée d'étoiles, et sur le pourtour, donc ce que l'on voit, c'est une succession de signes du zodiaque. Alors, je ne me souviens plus exactement, je crois que vous avez le bélier, si jamais il y en a qui veulent en profiter pour faire leur thème astral. Vous avez donc le bélier, je crois le cancer, les gémeaux, et je crois que c'est le capricorne, peut-être. Voilà. Donc j'espère que vous êtes parmi les heureux élus qui sont les signes du zodiaque du médaillon d'Aboukir. Mais cette proximité aussi entre les empereurs, et notamment les empereurs de cette époque, avec les signes du zodiaque, c'est pas nouveau. On a des textes disant que Septime Sévère avait une salle avec son propre thème astral du zodiaque qui était représenté pour le rappeler comment va être sa vie. Et donc évidemment Caracalla aussi était particulièrement friand du zodiaque, mais il y avait aussi une autre personne qui est Commode, qui est donc un petit peu plus ancien, mais qui est juste avant justement ces Sévères. Et dans cette représentation, ce magnifique portrait du coup qui est au musée du Capitole, vous avez un détail ici sur la base, donc sur ce globe qui est aujourd'hui unanimement accepté comme un signe du monde, hein, vous avez des signes du zodiaque. Alors là, il faudra me croire parce que la photo ne nous permet pas vraiment de le voir, mais vous avez le Capricorne, le Taureau et le Scorpion. Et cette relation en fait entre les signes du zodiaque, évidemment, c'est un symbole. C'est qui domine le signe du zodiaque, domine le ciel, domine le monde. Donc en fait, on passe du conquérant au maître du monde, qui était évidemment une symbolique qui était chère aux empereurs romains. Juste, je suis désolé Julien, avant la conclusion, est-ce qu'on peut voir ce médaillon quand même? Je pense que... voilà, je m'en voudrais. Je refuse. Du coup, je veux bien qu'on passe à Lisbonne, s'il vous plaît, pardon. Ah oui, formidable. Très bien. Ça vous permet aussi d'apprécier du coup le relief du médaillon.
et les signes, notamment toute l'iconographie sur ce bouclier et sur l'équipement militaire. Voilà, écoutez, je pense que sur ces belles images, je vais laisser la main pour la conclusion à Julien. Merci Maxence. On peut repasser aux conclusions pour poser quand même deux questions qu'on avait presque oubliées. Ça date de quand tout ça et à quoi ça sert, parce que c'est très joli, mais on ne l'a pas fait pour rien. Et effectivement, la question de quand, on l'a déjà largement évoqué, je crois, hein. Vous l'avez compris, ce ne sont pas des objets grecs, ce sont bien des objets romains et très probablement des objets qui datent de la dynastie des Sévères, donc du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a deux éléments qui nous permettent de le garantir. Alors, il y a un portrait de Caracalla, effectivement, qui est bien à sa place. La comparaison avec les émissions monétaires du koinon des Macédoniens sont extrêmement pertinentes aussi, parce que c'est un maniage très particulier. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde oriental, même à Rome en général, de maniages qui font appel de manière aussi systématique à Alexandre et à sa légende, et ce maniage est précisément daté de la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et donc ces parallèles permettent de proposer aujourd'hui que tous ces médaillons ont été produits pas tous en même temps, sans doute en plusieurs moments, peut-être au même endroit, mais c'est pas certain, parce qu'on a vu qu'il y avait des techniques de production un peu différentes parfois, mais entre 211 et 244, peut-être jusqu'à vers 247 pour les tout derniers. Mais vous voyez finalement un laps de temps assez court, hein, en tout cas la dynastie des Sévères, ou alors ceux qui leur succèdent immédiatement. Pourquoi les Sévères? On l'a déjà vu, ce sont des empereurs, et notamment Caracalla, et encore plus Alexandre Sévère, et encore même ensuite Gordien III, qui ont une fascination particulière pour Alexandre. Alors une fascination qui est bien connue. Si on reprend la vie de Sévère Alexandre des Histoires Augustes, on apprend que Sévère Alexandre, il avait même formé un bataillon de son armée à la macédonienne, en phalange. Il les avait équipés comme des Macédoniens et qu'il les avait emmenés avec lui dans sa guerre contre les Perses. Et donc il y a une volonté véritablement de recréer, effectivement, comme le disait Maxence, ce nouvel Alexandre. Sévère Alexandre s'appelle Alexandre parce qu'il serait né dans un temple d'Alexandre le jour de l'anniversaire de la mort d'Alexandre, donc il était prédestiné, cet homme. Et donc ici, on a des médaillons qui correspondent assez bien avec cet environnement, les Sévères, la revendication d'Alexandre, et aussi une lutte effectivement contre les Parthes, mais surtout contre les Perses à nouveau, parce qu'à partir de 224, ce sont à nouveau des Perses sassanides qui règnent en Orient et qui menacent l'Empire. Donc il y a un contexte effectivement qui s'y prête tout particulièrement. Bon, très bien, mais pourquoi faire? Alors ça a été la grande question finalement, et un des principaux débats qui a couru sur ces médaillons depuis pratiquement leur découverte jusqu'à aujourd'hui. On en a fait des phallaires, donc des distinctions militaires qui étaient remises aux militaires de haut rang. On a notamment argué du fait que leurs flancs biseautés étaient faits pour les enchâsser en fait dans une monture et les porter sur les vêtements militaires. On ne voit pas vraiment de traces en fait de monture. Des monnaies, on a vu que c'était exclu parce que les poids ne sont pas calibrés, il n'y a pas de standardisation, ça n'appartient pas à un système monétaire, et le métal, l'or, n'est pas d'assez bonne qualité. On en a pendant longtemps fait ce qu'on appelle des niketeria, donc des récompenses qu'on remettait aux vainqueurs de jeu. Et il se trouve qu'effectivement, en Macédoine, à cette époque-là, à partir de 218, sont organisés des jeux en l'honneur d'Alexandre. Des jeux avec des épreuves gymniques et musicales qui étaient organisées par le koinon des Macédoniens, cette organisation politique même qui frappait ce moniage de bronze avec la geste d'Alexandre. Ces jeux organisés à Béroia, qui étaient même isolympiques à partir d'un certain moment, apparaissaient comme une bonne destination pour ces médaillons, mais ça pose quand même plusieurs problèmes. D'abord, pourquoi des poids différents et non pas encore une fois une standardisation, et surtout on voit mal comment même des jeux importants auraient pu donner l'opportunité de prix aussi élevés, parce qu'il ne faut pas oublier des pièces d'or de plus de 100 grammes, ce sont des fortunes, et donc probablement pas destinées simplement, si je puis dire, à des vainqueurs de jeu. L'hypothèse la plus, en tout cas celle qu'on retient aujourd'hui le plus communément, c'est celle des donativa, donc cette pratique qui a déjà été évoquée par Vincent au début de cette discussion, celle de la distribution par des autorités, et généralement par l'empereur, de
pièces d'or, de quantités d'or sous des formes diverses, donc des multiples d'or, comme ceux qu'on a montrés tout à l'heure, des lingots d'or et éventuellement donc ces médaillons d'or qui font écho à la propagande impériale qui montre généralement l'empereur, ses armées, et donc là qui montre Alexandre, finalement cette référence indépassable à laquelle se réfèrent les empereurs sévères et qui pourrait donc tout à fait intégrer ce type de manifestation, de donativa, donc de distribution aux élites de pièces d'or. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en vous laissant rêver devant une bibliographie sélective sur le sujet. On vous invite évidemment à nous poser quelques questions si vous en avez, et on en a encore peut-être quelques minutes, mais tout juste pour cela. Et enfin, vous pourrez aussi vous approcher pour observer les collections que nous avons apportées avec vous. Voilà, nous écoutons vos questions et sinon, nous vous remercions. Je crois qu'il y a un micro qui passe dans la salle, si certains ont des questions. Oui, viens. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question, mais je pense qu'il est peut-être sans réponse. Quand on voit la différence de qualité des coins entre le monnayage en bronze et les médaillons d'or, est-ce qu'il y a des hypothèses sur les personnes en charge de la gravure des coins? Parce qu'ils ne sont pas signés, ça c'est souvent, à part si on est à Syracuse, qu'on a de la chance, ça c'est compliqué. Est-ce qu'on a une idée de qui aurait pu faire ces coins de cette qualité? Est-ce que c'est plutôt des objets qui renvoient aux bijoux? Dans quel cadre? Alors, je pense que vous avez raison, ça n'a rien à voir. Et alors, il y a deux différences. La différence, c'est déjà sans doute dans le procédé de fabrication. Les monnaies de bronze, elles étaient produites comme ce que vous nous avez vu faire sur la vidéo, c'est-à-dire un grand coup de marteau et on imprimait, et avec des coins qui ne sont pas du tout de la même nature. C'est-à-dire que il y a deux différences. Il y a la différence de la profondeur de gravure. Vous verrez sur les galvanoplasties, les médaillons, on a une profondeur de gravure qui est extrêmement importante, donc qui demande au métal d'être vraiment pénétré par le coin, tandis que sur ces monnaies de bronze, la profondeur de gravure est très faible, parce que d'un côté, vous avez des objets de prestige qui vont prendre beaucoup de temps à être fabriqués. Et on voit le soin qui a été mis à leur fabrication, parce qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. On n'a pas dû en produire non plus des centaines, mais plusieurs, on ne peut pas en dire plus. Tandis que les monnaies de bronze, on a un objectif de rentabilité. C'est-à-dire qu'on fait des outils et il faut qu'on les use le moins possible pour produire le plus grand nombre de monnaies. Et donc on va avoir des choses plus simples et puis avec des gravures moins épaisses. Et donc déjà, il y a cette limite technique-là. Et ensuite, effectivement, il y a l'habileté des graveurs. On voit bien qu'on n'a pas mis le même soin ni le même talent au service du monnayage de bronze du koinon des Macédoniens qu'au service des médaillons. Mais on a déjà ce type d'écart, par exemple, même dans le monnayage provincial romain, donc dans certaines grandes productions de médaillons de prestige, par exemple, je pense à Pergame ou à Périnthe, on voit que des coins ont été fabriqués avec un soin très particulier, peut-être même pas par les mêmes personnes qui produisaient le monnayage courant. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. C'est sans doute pas les mêmes personnes qui gravaient les coins pour le monnayage de bronze et pour le monnayage d'or. Et ça, on l'observe à Rome aussi. On a des séries communes en bronze. Et puis sur l'or, les médaillons d'or, c'est des graveurs différents, qui n'étaient peut-être pas que des graveurs monétaires, peut-être aussi, qui travaillaient en orfèvrerie. Je voudrais une autre question. Merci. Oui, bonsoir. J'ai deux questions. J'aurais voulu savoir, vous avez dit en début d'intervention qu'une partie des monnaies était partie à la fonte. J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y avait pas de moyens d'échange avec d'autres musées à Berlin, à Londres comment se fait-il qu'on envoyait ce genre de monnaie à la fonte, enfin, même s'ils étaient de moindre qualité? Désolé pour je vais répondre déjà à la première question, mais désolé d'avoir créé une confusion. C'est pas ces monnaies-là du trésor de Tars qui ont été envoyées à la fonte. C'est des monnaies d'un trésor parisien. Voilà. Mais celles-ci, elles auraient très bien pu être fondues aussi. Mais en fait, elles sont passées sur le marché ensuite et on en a perdu la trace. Donc elles doivent toujours être dans des collections privées sans que les propriétaires le sachent. La raison principale, je pense, c'est que là, vous voyez, vous avez de la chance, vous voyez des exemplaires formidables, de très belle qualité ou extrêmement rares. Or, il se trouve que des monnaies qu'on trouvait dans un trésor qui étaient usées, pas très bien frappées, pas très bien centrées, il se trouve qu'à l'époque, ça ne valait pas plus que le métal. Et donc, il n'y avait aucun intérêt de s'embêter
malheureusement pour nous, à commercialiser ces objets, parce que de toute manière, on n'en aurait pas tiré un meilleur prix que simplement le métal. Donc on les a fondus. Et c'est bien connu, effectivement, qu'en Grèce, pendant très longtemps, en Égypte ou ailleurs, les antiquaires, comme on disait, du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle, ils vont voir les orfèvres pour trouver des pièces de monnaie, parce que c'est le matériau qu'ils utilisent pour l'orfèvrerie moderne, parce qu'ils en récupèrent plein, et ça n'a pas de plus de valeur que ça à l'époque. Sinon, la deuxième question, si vous pouviez nous mettre l'image du caisson doré du char dont vous nous avez parlé, éventuellement d'un personnage qui aurait été sculpté. Ah, le personnage, je ne sais pas, mais enfin, si vous avez une idée, je prends. Attendez, il y avait un détail de la partie arrière du char sur lequel il y avait un personnage. Et vous avez parlé d'éventuellement, il s'est donné la peine de sculpter un personnage sur le caisson. Moi, je vois juste la queue d'un cheval. Est-ce que je me trompe? Vous vous trompez. Ah. Et alors, sur ça, peut-être, est-ce que c'est les mains d'un personnage comme ça, bon, enfin, les pieds, les mains, ou est-ce que c'est un caisson? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose. Mais vous voyez, c'est un excellent test ophtalmologique aussi. Ça permet de vérifier qu'on est en bonne santé. Bonsoir, je voulais juste savoir d'où venait l'or. Alors, il n'y a pas eu donc il y a eu un certain nombre d'analyses élémentaires qui ont été produites sur des médaillons de Berlin et de Lisbonne il y a quelques années, mais qui n'ont pas fait la recherche de ce qui pourrait permettre de réfléchir à la provenance de l'or, qui n'ont fait la recherche que des éléments majeurs, c'est-à-dire qu'il y a quoi d'or, il y a quoi d'argent, il y a quoi de bronze, de cuivre dans ces monnaies. On peut aujourd'hui réfléchir à la provenance de l'or, mais les analyses élémentaires en elles-mêmes ne peuvent pas nous dire d'où ça vient, ni même de quand ça date. La seule manière qu'on peut avoir aujourd'hui pour réfléchir à ces questions, c'est par comparaison, c'est-à-dire analyser l'or, par exemple, des moneyages de l'Empire romain du IIIe siècle, des royaumes hellénistiques en Orient, des Gaulois, par exemple, de voir quels sont les stocks qu'ils utilisent, est-ce qu'ils sont semblables, est-ce qu'ils sont différents, est-ce qu'on a des sources sur les ressources en or dont ils disposaient, et à partir de là, on peut commencer à y réfléchir. Donc là, je vous dis, on n'a pas forcément de précision. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que dans la plupart des cas, quand même, cet or qu'on monnaie n'est pas forcément un or qu'on tire des mines, et c'est ce qui aurait été trop simple, mais c'est un or qu'on a recyclé. Parce que l'or, et c'est bien pour ça qu'on a aussi peu d'objets en or, et c'est aussi pour ça malheureusement que nos objets en or dans nos musées sont convoités, c'est parce que l'or, ça peut être refondu, et que c'est très commode. Et donc, sans doute, ces médaillons proviennent du recyclage d'autres objets, de bijoux, de monnaies ou d'autres choses qui vont être refondus pour les fabriquer. D'où peut-être d'ailleurs, ce qui peut aussi expliquer la variabilité du titre. C'est-à-dire qu'on a pu utiliser des objets de nature différente pour fabriquer ces objets. Je ne sais pas si ma question est pertinente parce que je pense que la réponse est incluse dans tout ce que vous avez dit, mais on n'a pas retrouvé, à part ces deux trésors, on n'a retrouvé nulle part ailleurs des médaillons de ce genre, même un seul isolé qui ne soit pas dans un trésor ni rien. Merci. Vous m'entendez? Oui. Alors si. Ah oui. Ah oui. Il n'y a pas que nous. En fait, Julien l'a montré, mais il l'a peut-être montré un petit peu rapidement. Il y en a notamment un qui a été apporté en fait au Fitzwilliam, au musée de Cambridge, donc en Angleterre, qui vient de la collection Leake et qui a été acheté du coup par un ancien soldat à la retraite dans un marché en Macédoine à la fin du 19e siècle. Au début du 19e siècle, vers 1800, 1810. Pardon, tout à fait, au début du 18e siècle. Et en fait, c'est un objet qu'on ne connaissait pas, dont on ne parlait pas, tout simplement parce que je pense que, vous savez, la science grandit aussi avec les découvertes, et forcément, il y a eu Thars,
Ensuite, il y a eu Aboukir, et ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de conservateurs dans les musées qui se sont mis un petit peu à regarder dans les tiroirs pour se dire est-ce que je n'aurais pas une monnaie qui serait un peu plus grande que les autres. Et il se trouve qu'il y a notamment ce médaillon qui est isolé, voilà, et qui est là depuis excessivement longtemps, en fait. Je ne sais pas si tu as l'image. Je peux essayer de vous le montrer, mais qui est intéressant parce que, de fait, c'est le plus ancien. C'est celui-ci qui est en haut, et qui est intéressant parce que, donc au droit, c'est une tête d'Athéna. Alors, je n'ai pas pris le temps de le commenter, mais cette tête d'Athéna elle est intéressante parce que c'est sans doute le même cheminement, en fait, que la tête d'Alexandre en Héraclès. Parce qu'Alexandre, sur ses monnaies d'or, c'était Athéna. Et très rapidement aussi, on a confondu tout ça. C'était plus Athéna, c'était devenu Alexandre. Donc, c'est sans doute une Athéna qui est en fait un peu peut-être devenue une Alexandre. Et au revers, on a une chasse au lion, comme le revers de notre médaillon de Tarse. On a la même technique de fabrication avec les flancs biseautés. Simplement, ce médaillon, il est beaucoup plus petit, il fait uniquement une vingtaine de grammes. Et ce qui fait qu'il n'a pas été repéré de manière aussi évidente que les grands médaillons de Tarse et d'Aboukir qui font 90 ou 100 grammes. Mais donc, il y en a au moins un, et peut-être d'autres, qui ont été trouvés isolément. Et si on découvrait aujourd'hui de nouveaux exemplaires, il y a de fortes chances qu'on ne sache pas d'où ils proviennent. Ils passeraient sur le marché comme ça, sans aucune information. Il y a de fortes chances. Alors si on en trouvait beaucoup, ce ne serait pas discret, ça alerterait un peu tout le monde. Mais est-ce qu'il y a eu des médaillons qui sont apparus récemment sur le marché, comme ça, sans pédigree? Parce que parfois, on voit passer d'importantes monnaies d'or, comme ça, sans aucune provenance, sans aucun pédigree. Et c'est un peu embêtant. Et je me permets juste de rappeler qu'il y a notamment dans ces notes de Wilhelm Fröner de 1902, il y a cette mention d'un médaillon qui était en vente manifestement un seul. Et moi, je n'ai pas été capable de l'identifier. Du coup, je ne sais même pas si ce médaillon fait partie de ceux qui ensuite sont passés dans les grandes familles alexandrines, puis sont partis soit chez Morgan, soit chez Walters. Je n'en ai aucune idée. Donc, il est possible qu'en fait, il y ait eu d'autres médaillons qui soient apparus en même temps, mais qui n'aient pas été identifiés. C'est aussi cette question-là. Ce que dit Julien était intéressant, notamment sur le cheminement iconographique, hein, puisque si vous regardez cette Athéna casquée, en fait, l'Alexandre casqué des médaillons d'Aboukir est excessivement proche. Merci pour cette conférence très intéressante. J'avais juste une rapide question. Vous l'avez du coup évoqué avec le marché et le pédigré des œuvres qui pouvaient passer et qui ne pouvaient ne pas en avoir. Vous avez évoqué aussi le fait qu'il n'y avait aucun contexte archéologique pour la découverte d'Aboukir. Est-ce que du coup on peut se demander si les pièces qui ont été trouvées à Aboukir pourraient reprendre le modèle de Tarse pour tirer un profit, donc fait par des faussaires, et qui pourrait se baser sur les premiers médaillons découverts? Alors oui, vous pouvez le considérer sans problème, mais à ce moment-là, sachant que Julien a présenté un seul élément commun aux deux, en termes de copie, on aurait quand même vu mieux. On serait sur un faussaire qui aurait une imagination extrêmement intéressante et surtout qui aurait été très informé. Puisque, alors, on n'était pas là pour voir l'ensemble des 20 médaillons et de discuter de toutes les reprises iconographiques qui ont été faites, mais il y a des éléments, bon, on l'a discuté avec le koinon macédonien, des choses qu'on retrouve qui sont vraiment transposées de l'un à l'autre. Vous avez également, et ça, Julien n'a peut-être pas eu le temps de l'expliquer autant qu'il aurait voulu, parce qu'on part vraiment sur l'idée que c'est le monnayage qui a inspiré les médaillons. C'est-à-dire la médaillistique s'est inspirée des médaillons et vice-versa. Mais en fait, durant l'Antiquité, les sources d'inspiration et les sources iconographiques, elles étaient multiples. Et cette inspiration qu'on a vue aussi avec la fresque de la tombe de Vergina reprend quand même deux éléments qui sont partagés d'un côté avec la chasse au lion à Tarse, et avec la chasse aux sangliers à Aboukir. Et vous avez notamment, alors je suis désolé, mes équipes à Lisbonne ont dû rentrer chez elles, donc on ne pourra pas voir le médaillon en question, mais si vous êtes intéressé, je pourrais vous fournir la photo. Vous avez un revers de médaillon d'Aboukir qui reprend la chasse aux sangliers que vous voyez sur la gauche de cette composition-là, et qui en fait est exactement la même jusqu'au positionnement. On se faisait la réflexion avec Julien juste avant la conférence, la position du chien blanc qui manifestement a là une bonne prise sur le sanglier et qui est représenté aussi sur ce médaillon. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont pu surprendre à l'époque, ça c'est évident. Après, il y a eu toutes les découvertes archéologiques qui ont été faites dans la foulée entre le koinon macédonien et ces tombes en 1977 qui justement apportent beaucoup d'éléments à cette circulation des images. Et
Bonsoir, merci. Merci de ces explications. Pardon, excusez-moi. Non, juste pour confirmer, je voudrais aussi dire une autre chose. Au niveau des prix qui ont été payés à Aboukir pour les premiers médaillons, il y en avait pour moins cher en argent que la valeur de l'or. Ça, c'est un élément extrêmement intéressant. Donc ça aurait été des faussaires très mauvais en commerce. Justement, c'était une des questions que je voulais poser. Dans la biographie qui a été présentée en in fine, il y a un ouvrage intéressant de Savio qui posait la question de savoir si les médaillons étaient vrais ou faux. Je pense que la question est réglée définitivement maintenant. Et la deuxième question, qui est plus politiquement correcte, c'est le style de gravure est absolument pas alexandrin compte tenu de l'époque. Donc, est-ce qu'on a une idée de l'endroit où ils auraient pu être frappés ? Alors, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'indices qui permettent d'identifier un atelier ou plusieurs ateliers. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à ce sujet. Par exemple, il n'est pas certain que ce soit des productions officielles. Certains auteurs ont argué du fait que, notamment les teneurs variables en métal, prouveraient qu'on n'ait pas affaire à une production officielle, mais que ce serait un privé ou un orfèvre à qui on aurait passé la commande de ces médaillons. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu de ça. Je pense que simplement, ça vient du fait qu'on n'a pas affaire à des objets de même nature que de la monnaie. Mais il est quand même assez clair que le contexte chronologique donc de la dynastie des Sévères, les rapprochements systématiques avec le monnayage du koinon des Macédoniens, avec les jeux d'Alexandre de cette époque-là, la découverte à Cérès, dans le nord de la Grèce, proche de la Macédoine, du tout premier médaillon qu'on connaisse, indique plutôt qu'on a affaire à quelque chose qui est produit en Macédoine. Et après, nos deux trésors sont à Tarse et à Alexandrie, mais on a affaire, si on comprend bien ces trésors, qui sont finalement les trésors de personnes qui ont reçu ces donativa, qui sont des élites finalement romaines ou gréco-romaines, qui circulent donc beaucoup, ne pose pas de problème à cet égard-là. L'or circule, mais en tout cas, voilà, la Macédoine, sans qu'on puisse en dire plus, parce que certains auteurs proposent aussi que ce soit des ateliers romains qui aient produit ces objets. Mais bon, aujourd'hui, j'ai l'impression, en lisant la littérature, que la Macédoine tient plutôt le haut du panier. Alors, je vous propose que nous avons épuisé les questions, finalement. Peut-être de vous approcher, si vous le souhaitez, des quelques objets qu'on a avec nous, et puis de terminer cette discussion tranquillement.